Salut tout le monde, aujourd'hui on répond à vos questions. Donc oui, par rapport à la dernière vidéo, vous avez posé plusieurs questions, suffisamment en tout cas pour que j'en fasse une vidéo. Cette vidéo c'est donc Technicien la blouse au rapport, si vous n'avez pas vu, il faut la voir, sinon vous allez rien comprendre. Pour résumer quand même rapidement, alors dans cette vidéo je vais vous montrer une partie de mon travail, basé notamment sur une expérimentation, ce qui était l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu là où je travaillais, qu'est-ce que je faisais, et puis vous montrer aussi quelques points de méthode scientifique. C'était la première fois finalement qu'on en parlait comme ça sur la chaîne, en parlant des contrôles, etc. Et puis voilà quoi, c'était une expérience qui permettait de compter des bactéries en comparant des bactéries qui venaient de sols, de parcelles agricoles différentes qui avaient été traitées avec des amendements différents. Voilà, là ça vous résume à peu près la situation. Et avant de passer à la première question, je voulais vous remercier parce que vos réactions ont été super, vous avez posé pas mal de questions, y compris des questions ultra techniques en fait, mais c'est pas grave, je vais y répondre. La vidéo, elle est comme je voulais, je pense que l'écriture était peut-être pas à fond parfaite, mais quand même, c'est quand même ce que je voulais faire, et donc je suis content de vous avoir montré ça, j'y tenais depuis le début de la chaîne, donc c'est une vidéo qui est importante, voilà. Et on va pouvoir passer à la première question. Alors bien sûr, la première chose que vous avez remarqué, c'est mon short. Concernant les réactions, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux que ça fait simplement sourire, et il y a ceux qui sont vraiment pas bien, les chimistes par exemple. Et ils ont une bonne raison, donc du coup, je vais répondre à ces réactions. Déjà le tournage, il était en juin, donc il faisait super chaud en fait, et j'avais pas envie de tomber dans les pommes. Et ensuite, c'est pas un laboratoire qui est vraiment dangereux. Bon, alors tous les laboratoires sont plus ou moins dangereux bien sûr, mais là en l'occurrence, il n'y a pas de produit qui traîne, il y a pas de produit dangereux, parce que c'est un laboratoire commun, que tout le monde utilise, donc il est assez neutre en termes de produits, etc. Donc en fait, je m'exposais pas vraiment à quelconque danger. Parce que le problème avec un short, il y a une vraie question derrière ça, c'est que si je porte une blouse, c'est pour me protéger notamment des projections. Et en l'occurrence, si j'ai un short, j'ai toute une partie du corps qui n'est absolument pas protégée, donc effectivement, ça peut poser problème. Mais en l'occurrence, comme la plupart du temps dans le tournage, j'étais seul, et que le laboratoire est pas dangereux, il est quand même relativement bien rangé, voilà, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Mais c'est une vraie question, hein. C'est une question d'ailleurs de ce qu'on appelle l'hygiène et la sécurité dans un laboratoire, et normalement, on ne doit pas porter de short. D'ailleurs, vous remarquerez, dans l'épisode pilote, là où je travaille vraiment, dans la grosse vidéo, il y a des plans de cet épisode pilote qui ont été pris, et là, à ce moment-là, où je travaille vraiment, donc c'est plutôt des plans fixes, là par contre, j'ai un pantalon, donc pas de problème. On peut passer à la deuxième question. Est-ce que les microbes ou bactéries mettent environ 30 secondes à se mettre sur un objet tombé par terre, par exemple? Alors ça, c'est une question de microbiologie, pour un microbiologiste, et je suis pas microbiologiste, en fait. Voilà. Mais bon, je suis pas chien, donc j'ai fait une petite recherche pour pouvoir répondre à ta question. Tu m'as vu travailler sur des bactéries, donc je comprends pourquoi tu la poses. Alors il faut bien se rendre compte que des bactéries, il y en a énormément partout, et donc par terre, forcément, il y en a vraiment partout. Et il y a une croyance populaire comme quoi, effectivement, quand on tombe un objet ou un bout de nourriture par terre, on a quelques secondes pour sauver ce bout de nourriture de la contamination des bactéries. Et je suis désolé, mais c'est une croyance populaire, donc c'est faux. Alors il y a plusieurs variables qui rentrent en jeu, hein. La surface de l'objet déjà, si elle est plus ou moins rugueuse, les bactéries vont mettre plus ou moins de temps pour passer du sol à l'objet. Si c'est de la nourriture par exemple aussi, si c'est de la nourriture humide, je sais pas moi, un morceau de melon par exemple, comme il y a beaucoup d'eau, eh bien les bactéries vont passer vraiment plus rapidement puisque elles se déplacent en fait grâce à l'eau. Donc voilà, il y a plusieurs variables qui rentrent en jeu, mais ça peut être tout à fait instantané. Donc voilà, je pense que ça répond à ta question. Est-ce que c'est toi qui as fait les tests statistiques ? Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'étaient les tests statistiques, je vais quand même le réexpliquer très rapidement. Les tests statistiques, ce sont les calculs qu'on fait, par ordinateur bien sûr, pour traiter les résultats qu'on a obtenus lors des expérimentations, qu'ils soient numériques ou non d'ailleurs, et en fait ça va nous permettre de comparer les données, etc., de tirer des conclusions. Là en l'occurrence, il s'agirait tout simplement de savoir est-ce qu'il y a plus de bactéries sur une condition particulière plutôt que sur une autre, voilà. Et en fait ça constitue une preuve mathématique, et ça va nous permettre d'affirmer, avec donc une preuve mathématique, qu'il y a plus de bactéries à un endroit qu'à un autre. Voilà. Alors toute cette explication en plus pour te dire que non, c'est pas moi qui fais les tests statistiques. Alors en tant que technicien, je suis qualifié pour le faire, hein, j'ai quand même des bases, mais là ce sont les chercheurs qui s'en occupent, donc j'ai rarement l'occasion de faire les tests statistiques. Mais ça veut pas dire que j'ai pas la capacité de les faire. Normalement, je dois pouvoir les faire. Peut-être qu'il faut que je me réentraîne un peu, mais normalement, je peux le faire. Alors parmi les questions techniques que vous avez posées, vous vous êtes pas mal intéressé à la dernière technique qu'on voit dans la vidéo, la cytométrie en flux.
Donc là je vous renvoie à la vidéo, hein, si vous voyez pas de quoi il s'agit, enfin, si à ce stade-là vous n'êtes pas allé voir encore la vidéo, je comprends pas ce que vous faites là en fait. Un peu de méthode, enfin. Alors première question là-dessus, Kevin demande pourquoi je dis que c'est difficile à calibrer. Alors je tiens tout de suite à préciser, je suis pas expert en cytométrie en flux, donc je vais répondre comme je peux, voilà, faut un petit peu de recul là-dessus, voilà. Alors tu dois faire référence au moment où effectivement je dis que je trouve que c'est difficile à régler, ça vient surtout du fait, justement, que je ne suis pas expert, voilà, en cytométrie en flux. Effectivement, il y a pas mal de réglages qu'on peut faire, la vitesse à laquelle les particules vont passer devant les lasers, il y a aussi le volume qu'on choisit, hein, le volume de liquide qu'on met dans la machine. On peut aussi régler un seuil de particules qui est passé devant le laser, et après passer ce seuil, ben là, les mesures s'arrêtent. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut régler, et des fois c'est pas toujours évident de voir l'impact que ça a sur les résultats. Il faut savoir que c'est des machines sensibles en plus, qui demandent pas mal d'entretien, donc ouais, je trouve ça un brin compliqué de comprendre les subtilités, parce qu'on peut toujours se servir d'une machine en tant qu'utilisateur, il n'y a pas de problème, un petit peu de formation, et puis voilà, mais pour vraiment connaître les subtilités, c'est un niveau au-dessus, quoi. Et les subtilités, personnellement, je les ai pas, voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors j'ai bien noté que dans ta question, tu parles de calibration. Alors la calibration, c'est un truc particulier qu'on fait sur les machines en général avant les expérimentations. Là, en l'occurrence, la calibration pour le cytomètre en flux, c'est un truc un peu particulier que je vais tâcher de t'expliquer très simplement. Et c'est pour voir un peu si la machine est bien réglée, et puis pour savoir si elle nous raconte pas n'importe quoi, en gros. Là, en l'occurrence, on utilise un mélange de billes. C'est un liquide avec des billes microscopiques dedans, mais qui ont une taille connue. Donc quand on va donner ce mélange à la machine, bah, les billes vont passer devant le laser, et puis bah, elles vont normalement donner un résultat sur le graphe qui est attendu, et donc on va pouvoir analyser ce résultat pour voir bah, voilà, si la machine ne raconte pas n'importe quoi. Ça c'est pas compliqué à faire, hein. C'est un peu long et c'est un peu chiant, mais bon, c'est voilà, faut le faire, c'est comme ça. Alors après, la calibration, ça peut être autre chose aussi. La calibration, ça peut être quand on donne des valeurs étalons à une machine avant les expérimentations. Alors une valeur étalon, c'est juste qu'on lui donne des choses à la machine et on lui dit que c'est telle valeur. Voilà. Et donc du coup, quand la machine après va faire vraiment les mesures à proprement parler, les mesures de l'expérimentation, ben à ce moment-là, la machine, elle pourra se référer aux valeurs étalons pour faire ses propres mesures. Dans ton compteur de particules, le cytomètre en flux, donc comment tu distingues les bactéries des autres trucs qui ont réussi à se glisser parmi elles? Alors il faut se souvenir du graphe. Si deux particules de bactéries n'ont pas la même forme, n'ont pas la même taille, elles seront à des endroits différents sur le graphe, hein, ce sera un point qui sera à un endroit différent. Par contre, effectivement, si on a deux espèces de bactéries différentes qui ont la même taille, même forme, etc., eh bien, elles apparaîtront dans le même nuage de points, donc on fera pas la différence. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, pour éviter que la machine soit toute dégueulasse, qu'il y ait un bruit de fond, et donc qu'il y ait des particules qui soient au même endroit que les particules qui nous intéressent, en l'occurrence les bactéries, voilà. Donc il faut éviter ça. Donc il faut aussi éviter à l'expérimentation avant à pas l'avoir contaminée, parce que forcément des choses qui se ressemblent seront même dans le graphe et on ne pourra pas les différencier. Alors il y a une suite à cette question. Ton graphe avec plein de couleurs t'indique les différentes déviations du laser, c'est ça? Et donc tu comptes juste les points verts par exemple pour uniquement prendre en compte les bactéries. Oui, en gros c'est l'idée, hein. Alors il faut faire attention au graphe que je vous ai montré, hein. C'est pas un graphe qui est lié à l'étude en l'occurrence, c'est un truc que j'ai trouvé sur Google, où on voit qu'il y a deux nuages de points, et donc deux populations, en fait, de choses, parce que je sais pas quoi ce graphe représente, hein. Ils ressemblent tous à peu près à ça, mais ça se trouve c'est des virus, hein, là-dessus, je sais pas. Mais voilà, en l'occurrence, oui, c'est l'idée, c'est ça, t'as compris, chaque point représente une bactérie, une particule, et donc un nuage de points représente une population de bactéries, donc on dit population de bactéries parce que forcément il y a certainement plusieurs espèces de bactéries dans le même nuage de points et qui ont des tronches à peu près similaires. Voilà. Donc c'est l'idée, tu as bien compris le truc. Mais nous ce qu'on regarde, on va pas compter les points exactement, voilà, parce que là c'est pas possible. On va prendre le nombre d'événements, donc le nombre de particules qui sont passées devant le laser. Donc voilà. Donc effectivement, on utilise cette donnée, on fait pas le comptage manuellement, tu t'en doutes. Alors 3 questions qui résonnent pas mal entre elles. En gros l'idée c'est que vous me demandez si la cytométrie en flux permet d'identifier des bactéries, et parce que vous avez bien compris forcément que nous on comptait les bactéries, et voilà, donc en gros vous partez du principe que identifier les bactéries c'est cool, et puis vous avez raison. Mais finalement on identifie surtout les familles, les grands groupes de bactéries, notamment à travers leurs fonctions, les bactéries qui dégradent le fer, les bactéries qui produisent telle molécule, voilà. On raisonne plutôt comme ça.
parce que c'est beaucoup trop fin, pour identifier une espèce, on peut le faire hein, bien sûr, mais ça a moins d'intérêt dans les études qu'on fait par exemple. Alors vous avez compris que dans le graphe, on peut voir les différentes populations de bactéries, mais forcément on n'a pas leur nom dessus, donc on peut pas vraiment identifier clairement des bactéries. C'est pas possible en fait, ça donne pas cette information-là. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'études qui n'identifient pas les bactéries, il y a des études qui regardent bien les familles des bactéries, c'est d'ailleurs ce que fait Kevin, hein, il a associé la production de certains coves avec des familles de bactéries. L'étude du sol, c'est un sujet très très vaste, hein. Nous on l'a pas fait parce que voilà, mais il y a des études qui le font, et même dans ce projet-là, il y a des gens qui identifient les bactéries, donc oui, parce que c'est une information qui est intéressante, bien sûr, mais là en l'occurrence, c'est pas ce qu'on recherchait. Mais ça se fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors après, pour identifier comment on aurait fait, eh ben on aurait récupéré les bactéries du sol pour regarder leur ADN. Leur ADN est un petit peu leur carte d'identité. On aurait fait en fait ce qu'on appelle un séquençage après avoir récupéré l'ADN. Le séquençage permettant de voir les séquences d'ADN, donc le détail des séquences d'ADN, et donc de permettre une identification. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle de la métagénomique, qui est un autre mot compliqué qui a été cité dans les questions, c'est bien vu. Là en l'occurrence, pour cette expérience-là, il n'y a pas de métagénomique, il n'y a pas de séquençage, il n'y a pas tout ça. Alors après le short, vous avez également vu la langue bleue, évidemment. Donc non, à l'état naturel, mon camarade n'a pas la langue bleue. Par contre, il l'a fait exprès. Il a utilisé cet engin, là, voilà, pour avoir la langue bleue. Et ça a marché, puisque vous êtes très nombreux à l'avoir vu. Et il est très content. Puisqu'on en est à parler de Kevin, les coves sont-ils des P de bactéries? Alors comment dire? Non, justement. C'est une très bonne question que tu poses là, parce qu'il y a une vraie réponse derrière. Il n'y a pas de digestion ici, donc on peut pas parler de flatulence, même si, honnêtement, ça me fait très plaisir de parler de flatulence dans mes vidéos. Soyons clairs. Je te remercie d'ailleurs. Alors pragmatiquement, ce sont des composés qui sont issus de diverses chaînes métaboliques qui ont lieu dans les bactéries, c'est ce qu'on appelle en fait des métabolites secondaires. Alors il faut pas forcément voir ça comme des déchets, hein, même si ce sont éventuellement le résultat de molécules qui ont été transformées, dégradées, c'est vrai, mais ces métabolites secondaires peuvent servir, ils ont un véritable intérêt, hein. Ça peut servir à la communication, relation avec d'autres espèces, même des espèces qui sont pas des bactéries, donc elles ont un véritable intérêt en fait dans le petit monde des bactéries. Du coup c'est éventuellement un peu réducteur de dire que ce sont des P de bactéries, c'est pour ça que je me permets de corriger, voilà. Les bactéries sont assez nombreuses et produisent assez pour modifier de façon non négligeable la composition de l'air sur plusieurs kilomètres d'altitude, s'exclame cette personne. Or c'est une très bonne question et il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est que les molécules dont on parle agissent à des concentrations qui peuvent être très basses. C'est-à-dire que même à une concentration très basse de ces coves, eh bien il peut y avoir un impact sur le développement des fœtus, ou encore sur l'asthme. La deuxième chose, c'est que la quantité de bactéries est juste énorme. Rappelez-vous, dans la vidéo, j'ai dit il y a un moment que dans 1 gramme de sol, eh bien, il y a 10 puissance 9 bactéries, soit 1 milliard. Alors maintenant, essayez d'imaginer à l'échelle d'un champ, à l'échelle d'un continent. Parce que c'est pas qu'en surface, en plus, il faut compter en profondeur, donc la quantité c'est vraiment ouf, quoi. Et pour vous donner une valeur, sur 1 hectare, on compte 2,5 tonnes de biomasse bactérienne. C'est juste immense. Et il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est que les coves ne sont pas produits que par les bactéries. Il y a aussi les plantes, les champignons, les archébactéries, enfin voilà, il y a plein de monde qui fabrique des coves, donc elles sont pas seules responsables. Alors après, bien sûr, j'ai pas de proportion à vous donner parce qu'on ne sait pas, qui produit le plus hein, parmi tout ce beau monde. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, on avait certainement minimisé le rôle des bactéries du sol. Donc c'est un petit peu en train de changer, hein, dixit Kevin. J'ai vu que tu manipulais de façon non stérile pour cette manip, certes il n'y a pas d'étape d'incubation, mais est-ce que ça ne risque pas de fausser le comptage? Alors c'est une bonne remarque, hein, mais ça m'étonne pas de la part d'une habituée du laboratoire, hein, qui connaît un peu ce milieu-là quand même, pas qu'un peu d'ailleurs. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube, c'est la chaîne de Tania Louis, vous pouvez aller voir parce que c'est une chaîne de biologie, figurez-vous, c'est très bien, allez-y, n'ayez pas peur, elle a encore mangé personne, je crois. Pour travailler en conditions stériles, j'aurais dû travailler sous une haute afflux laminaire, qui permet de faire une certaine circulation de l'air qui assure la bonne stérilité de mes échantillons, qui les protège de l'extérieur, et qui protège aussi l'expérimentateur, parce qu'il y a un mur d'air devant lui, voilà. Alors très grossièrement, l'air en fait vient du haut, c'est un air qui est filtré, il est propre, et donc ça va tout plaquer au niveau de la paillasse, et donc il faut faire attention à ne pas mettre ses mains, par exemple, entre le flux d'air, enfin en tout cas la source du flux d'air qui vient du haut, et l'échantillon, sinon forcément, ce qui est sur les mains, toutes les dégueulasseries qui se trouvent sur les mains,
vont passer dans l'échantillon, ce qui n'est pas du tout le but recherché, puisque ça contaminera le dit échantillon. Alors à un moment, par contre, dans la vidéo, je dis que j'utilise un produit particulier qui est du glutardaldéhyde. Enfin, je dis pas quel produit, mais je dis un produit dangereux. Ça va pas assurer la stérilité, par contre, ça va assurer le fait que mon échantillon va pas évoluer une fois qu'il sera à température ambiante. Cela dit, effectivement, la stérilité est pas parfaite, hein, on peut critiquer ça dans le protocole. Alors, personnellement, je me dédouane parce que le protocole, c'est pas moi qui l'ai fait, et je fais ce qu'on me demande de faire. Par contre, c'est vrai qu'on peut effectivement se poser la question. Alors après, peut-être que l'équipe scientifique n'a pas estimé que c'était nécessaire d'avoir ce niveau d'exigence au vu des résultats dont on avait besoin. Voilà, c'est très certainement justifié. Le besoin ne doit pas s'en faire ressentir, tout simplement. Alors après, effectivement, c'est vrai que le risque, c'est qu'il peut y avoir des biais dus à ce manque de stérilité, mais souvent, il y a des biais tout le temps, en fait, hein. On crée des biais sans arrêt dans les manipulations, et souvent, le manipulateur en lui-même, quand il va jouer avec sa pipette, qu'il va acheter ses tubes, peut-être qu'il enlève des bactéries de l'échantillon, donc il crée lui-même un biais. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un biais expérimentateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des réplicas, c'est ce que je vous expliquais tout le long de la vidéo. Effectivement, on a des biais, des variations, etc., mais ces variations, c'est aussi des variations qui sont dues à l'expérimentation, hein. C'est pas forcément des variations qui ne sont dues que à l'échantillon de sol en lui-même, ou aux modalités, aux amendements différents qu'on a apportés. Les variations, il y a aussi dû au biais expérimentateur. Et le fait d'avoir beaucoup d'échantillons, d'avoir des réplicas, ça va nous permettre de voir ces variations. Et donc si on les voit, on va pouvoir en tenir compte. D'ailleurs, en parlant de réplicas, on me demande combien de réplicas j'ai fait. Des réplicas techniques, il y en a 3, comme dit dans la vidéo, c'est-à-dire que chaque échantillon est en 3 exemplaires. Et quant aux réplicas expérimentaux, là tout de suite j'ai pas la réponse, donc il faut que je pose la question et tout, donc j'affiche là, sur le côté, voilà, tu auras la réponse ici. La dernière question est posée par Couillasse. Dis-moi, professeur, quelle est l'étude la plus what the fuck pour laquelle tu as eu à travailler? Alors déjà, cher Couillasse, merci beaucoup pour cette question. Par contre, tu risques d'être un petit peu déçu par la réponse. Alors le truc, c'est que moi je travaille en biologie moléculaire, donc ça signifie que je travaille en gros sur l'ADN, voilà, des choses comme ça. Sauf que l'ADN c'est tout petit, et puis dans les tubes on le voit pas des masses, on utilise des solutions qui sont transparentes comme de l'eau, donc il se passe jamais rien d'exceptionnel, voilà. Mais quand même, je t'ai décoté un petit truc. Lors de mon tout premier stage, je devais sexer des poussins de flamant rose grâce à l'outil de biologie moléculaire. Ça veut dire que je devais déterminer si les poussins de flamant rose étaient mâles ou femelles. Parce qu'il se trouve qu'un poussin de flamant rose, si on le prend dans la main et qu'on souffle sur le croupion, on n'arrive pas à savoir si c'est un mâle ou une femelle, quoi. Du coup, il se passe la chose suivante, il y a des gens qui vont rendre visite à ces poussins de flamant rose qui n'ont absolument rien demandé, et puis ils vont prendre une plume sur ces flamants roses. Et du coup, cette plume, on va la récupérer en laboratoire, ils vont nous la ramener, et puis on va justement l'étudier par la biologie moléculaire. En gros, ça signifie qu'on va couper la pointe de la plume, on va récupérer l'ADN qu'il y a sur cette pointe de plume, et puis on va l'analyser, le regarder, et on saura assez facilement, ça se fait très bien, et rapidement en plus, ça nous permet de savoir donc si ce sont des mâles ou des femelles. Voilà. Alors c'est pas l'histoire du siècle, je sais, mais je trouve qu'il y a quand même un concept derrière le fait de sexer des poussins de flamant rose. Voilà. Voilà, ce vlog est terminé, merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions, et puis si vous en avez d'autres, les commentaires sont là pour ça, et j'essaierai d'y répondre du mieux que possible. Pour la suite, à la fin du mois, il y aura un autre vlog qui va sortir, qui était censé en fait être le vlog numéro 2, mais bon, il y a un petit imbroglio, voilà, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et puis voilà, moi il me reste plus que vous dire à bientôt pour un prochain épisode de l'Envers de la Blouse. Salut!